Est-ce que tu peux nous raconter la manière dont on avait prospecté pour la première fois? À 20 ans, tu as une pensée de visionnaire. C'est juste incroyable. Toutes les choses importantes prennent du temps. Je vous présente Joël Dombassi, un ami, un entrepreneur, juste un crack. Je vous laisse le découvrir. Les préparatifs de Dieu, on les voit pas. Hein. Pourtant, quand les bénédictions arrivent, elles sont bien présentes et elles sont puissantes. L'entrepreneuriat avec et sans Dieu, c'est deux mondes totalement différents. C'est ensemble, donc avec l'appui de Dieu, que je dois avancer et que j'avance. Quand on apprend, on se tait, on écoute. Wow. Répète, s'il te plaît. C'est monsieur Joël Dombassi. Hello guys, bienvenue dans ce nouveau format de podcast. Et évidemment, je ne peux pas commencer ce format sans passer par une personne. C'est monsieur Joël Dombassi. Vous l'avez entendu depuis de très très longues semaines. Je parle beaucoup de lui. C'est un ami, un leader, un grand monsieur du monde de la start-up, un grand monsieur, un grand chef de famille. Joël, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, Augustin, merci à toi. Merci pour cette introduction. Alors, pour me présenter, donc, je suis Joël Dombassi. J'ai 34 ans. Donc, on a un très grand passif ensemble, puisqu'on a été associés sur une belle aventure entrepreneuriale. Mais avant cette aventure entrepreneuriale, j'ai été sportif. Voilà, j'ai fait du foot pendant longtemps, en centre de formation au Havre. Et puis, à un moment donné, s'est posé la question du choix entre le sport à haut niveau et les études et l'entrepreneuriat. J'ai fait le choix de poursuivre les études. Voilà, donc suite à ça, j'ai fait mon master en supply chain et commerce international, et c'est à ce moment-là qu'on a avancé sur le projet YouOrder. Donc belle aventure entrepreneuriale de plusieurs années. Et aujourd'hui, du coup, je suis directeur des opérations chez Castali, donc une entreprise spécialisée dans la microfiltration d'eau. Ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis dans cette boîte, et voilà, je suis très heureux d'être là pour ce podcast, et je te remercie encore pour cette invitation. Rappelle-moi, on s'est connus comment? Ça fait longtemps quand même. Ouais, ça fait très longtemps. T'as le souvenir encore? Ouais, écoute, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas. Non, je plaisante. Je sais. En fait, on était dans le même collège. T'as un an de plus que moi, donc on n'était pas dans la même classe, mais voilà, on était dans les mêmes secteurs. Collège Romain Rolland à Argenteuil. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Je pense d'abord sur les terrains de foot de l'école, et puis après, à force justement d'avancer dans la vie, on va dire qu'on se rapproche et on se rassemble autour de personnes qui ont des valeurs, des projets communs. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on est devenu de plus en plus proches jusqu'à devenir associés. C'est clair. C'est vrai qu'on habitait à 2 rues l'un de chez l'autre. Et c'est vrai que pour les sujets qu'on va aborder, c'était hyper pratique. D'ailleurs, comment tu as eu l'idée du YouOrder? Parce que ma communauté te connaît et je suis ravi qu'elle puisse mettre justement enfin un visage à ce nom si emblématique. Mais comment tu as eu l'idée de YouOrder? Je pense que l'idée du YouOrder, elle n'est pas venue toute cuite, on va dire. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, on va dire, dans le sens où c'est plutôt à force de travail, puisque j'avais une expérience à ce moment-là quand j'étais en alternance dans une société qui s'appelle Star Service, donc une société spécialiste de la livraison à domicile, dans le milieu urbain notamment. Pendant cette expérience-là, j'étais déjà très orienté sur la partie entrepreneuriale. Je cherchais des idées, et de manière assez pragmatique, voilà, je me suis posé les questions de ce qui fonctionnait pas très bien sur cette partie de livraison à domicile. Et il y avait un secteur, en tout cas une activité qui, de mon point de vue, était assez peu optimisée et pas au goût du jour. C'est une activité qui s'appelait Stardom. Bon, personne ne va connaître, mais moi je connais bien. Et l'idée avec YouOrder, c'était vraiment de réfléchir à une nouvelle manière d'apporter du service à des consommateurs en milieu urbain, avec une livraison à domicile sur mesure, tout en apportant aussi beaucoup de services à des commerçants indépendants dans Paris. Voilà, donc c'est important de ce constat-là, d'un produit que je trouvais peu optimal, qui est né à cette idée entrepreneuriale, même si avant que ça soit une idée entrepreneuriale, c'était d'abord un projet intrapreneurial. Puisque du coup, c'est quelque chose que j'avais proposé déjà en interne. Ça, je ne me l'avais pas dit, ça. Oui. Et d'ailleurs, comment cette idée a été perçue en interne? Pourquoi ça n'a pas abouti, d'ailleurs? Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que je ne l'ai pas forcément très bien amené. Je pense qu'il faut aussi le reconnaître. J'étais très jeune, hein. À l'époque, je devais avoir 20 ans. Je pense que je n'ai pas vendu le projet de la bonne manière. Je pense que je ne me suis pas vraiment battu pour non plus. Mais je pense que la raison principale, ça reste quand même que j'étais personne pour simplement vendre ce projet. J'étais qu'un simple alternant, assistant du directeur régional. Je l'ai assisté dans tout ce qui était le pilotage de l'activité opérationnelle chez nos plus gros clients comme Monoprix, Carrefour. On va dire que j'avais pas la légitimité pour avancer des projets disruptifs sur des activités qui existent déjà. Voilà, on est en entreprise, il y a quand même
une hiérarchie, voire même la politique. Voilà, quand on est le petit alternant qui est là depuis quelques mois et qu'on propose des choses, on n'a pas forcément les retombées qu'on pourrait espérer, mais c'est quelque chose qui est assez normal. Et c'est fort de ce constat-là, justement, que je me suis dit qu'il fallait peut-être le faire, mais différemment. Top, top. C'est dingue parce que pas plus tard que ce matin, on parlait de la pensée. Et tu vois, tu parlais de jeunesse et de pensée. Et c'est fou comme beaucoup associent les grandes pensées, les pensées de visionnaires à un âge et une expérience. À 20 ans, tu as une pensée de visionnaire. C'est juste incroyable. La puissance de la pensée, quand tu es capable de canaliser tes pensées, quand tu es capable de pouvoir faire en sorte que tes pensées soient productives, soient créatrices, on a pu voir ce que ça a pu faire et juste incroyable. Et d'ailleurs, quand tu m'appelles pour dire « Augustin, on y va ?» Moi, je me rappelle, j'étais chez Alstom et avec cette vision worldwide, hyper supply chain, en tant qu'acheteur, évidemment. Et quand tu m'appelles, je me dis déjà, quand tu m'appelles, l'anecdote, c'est qu'on se croise à l'époque au Quick de Saint-Lazare. Et ça, j'oublierai jamais parce que c'était le début de notre aventure entrepreneuriale. On fait ce premier point, je pense qu'il était quoi, 20h, 21h, tous les deux fatigués. On se croise à Saint-Lazare, tu me dis « Auguste, j'ai un sujet. J'ai un sujet et je pense à toi pour le faire. » Et là, tu me partages ta vision. Et là, je te cache pas, je me dis « Waouh, là, je suis chez Alstom. Est-ce que je bouge ?» Il me challenge. Et là, on se dit « Bon, on bosse. On se prépare et après, on voit. » Comment tu as ressenti ce moment, toi, d'ailleurs? Écoute, pour moi, c'était une suite assez logique. Donc, comme je le disais, j'étais dans cette réflexion par rapport à l'activité Stardom et ce qui pourrait être fait de manière différente. Et après, force est de constater que il faut passer à l'action et je me dis qu'il faut s'entourer des bonnes personnes pour le faire. À ce moment-là, ton nom me vient directement à l'esprit. Et je dis pas ça parce qu'on est sur ton podcast, très sincèrement. Tu te rappelles peut-être pas, mais avant d'être chez Star Service, j'ai rejoint Orange, oui, en alternance aussi. Parce qu'on a fait les mêmes cursus en supply chain et en logistique. Et c'est toi qui me fais rentrer chez Orange. Voilà, donc on avait déjà ce lien-là et surtout, j'avais déjà cette envie de rendre l'appareil, parce que rien ne te forçait à cette époque-là. À l'époque, dans mon style traditionnel, je cherchais une alternance et j'étais juste en train de remuer toute l'île de France pour trouver une alternance. Et grâce à ton aide, j'ai pu la trouver. Et donc, quand t'arrive cette idée-là, je pense à toi, d'abord parce que tu t'y connais dans le milieu du transport, aussi parce que tu m'as aidé à trouver une alternance, mais surtout parce que je sais que tu as cette envie, cette ambition. Je te suivais, on se suivait, je voyais ton parcours et on va dire qu'il y avait toutes les traces et tous les indices balises. Exactement de l'ambition. Et je me suis dit que tu étais la bonne personne pour parler de ce projet-là et ça n'a pas loupé. Top. Et tu vois, la subtilité du fait de rendre l'appareil. Tu vois, c'est maintenant que tu me le dis. Sinon, si t'es pas subtil, si t'es pas visionnaire, tu captes pas cette subtilité. Tu vois. En tout cas, non, c'est top. Et en tout cas, YourOrder était une belle et grande aventure. Franchement, c'était 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans intenses. Comment tu as vécu ces 3 ans? Si tu pouvais résumer ces 3 ans, comment tu pourrais les résumer? Si je devais utiliser un mot, ça serait apprentissage. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, la théorie, à un moment donné, de mon point de vue, elle arrive à son terme. Et la pratique prend le relais. Bien sûr. Et là, pour avoir eu de la pratique, on a bien pratiqué. Moi qui aime la pratique, on a été servi. Donc un énorme apprentissage, des défis énormes. C'était 3-4 ans en année terrienne, je sais pas, en année professionnelle et d'expérience, je sais pas ce que ça représente, mais c'est énorme. En tout cas, c'était énorme. Et voilà, donc je dirais apprentissage parce que c'était des leçons. Avant de lancer le projet, il y a eu des leçons. Pendant le projet, il y en a eu énormément. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore des leçons. Je tire encore les leçons de cette expérience-là et j'essaie de l'appliquer dans mes choix actuels. C'est clair, mais c'est dingue parce que c'était 3 ans, comme tu dis, hyper intenses. Et moi, ça fait penser aux grands hommes de la Bible. Joseph, Moïse. En réalité, on trouve le temps long. À l'époque, déjà, à 25, 24, 25 ans, on se disait, ça c'est long, en même temps, ça passait vite. On est impatient quand on est jeune. Et pourtant, c'était 3-4 ans. Et tu parles d'apprentissage, ces grands hommes ont appris pendant 15 ans, 13 ans, 40 ans, 80 ans. Et c'est là où tu réalises qu'en réalité, ces 5 ans, ces 4 ans étaient juste le temps qu'il fallait pour nous faire basculer dans une autre dimension. C'est juste incroyable. Et de mémoire, si je me rappelle bien, on a mis quasiment 18 mois à se préparer. Le business plan, la préparation, les premiers clients. Est-ce que tu peux nous raconter
la manière dont on avait prospecté pour la première fois. Est-ce que je t'en souviens? Je vais pas en parler, ça c'est trop moche, je peux pas parler de ça. Non, il faut que les entrepreneurs entendent ça. Raconte. Bah, écoute, effectivement, la préparation elle a été longue. Bon, je pense que je reviendrai dessus un peu après, mais je pense que plus qu'une préparation, c'était aussi peut-être une procrastination. On reviendra dessus. En tout cas, on a fait le choix de se lancer, le choix courageux. Et écoute, la première prospection, voilà, là, putain, c'est dur d'en parler, hein, mais comme quoi, c'est hyper important de se confronter très vite au marché. Au terrain. Au terrain, exactement. Donc, on avait plein de théories sur comment on allait prospecter nos clients, comment ils allaient signer vite et comment ça allait être génial pour eux comme pour nous. Et ouais, donc on a décidé de faire du porte-à-porte. On avait imprimé des flyers avec notre offre. C'était 7h du matin. 7h du matin, ouais. Et on arrive à Saint-Lazare et on va voir des commerçants qui n'ont juste pas envie de nous recevoir à ce moment-là. On n'a pas le discours, on n'a pas l'accroche. On est jeunes aussi. On est jeunes, on n'a pas forcément la légitimité à ce moment-là. On n'a pas les codes. On n'a pas les codes. Ouais. Mais on a faim. On a faim. On est motivé. On est motivé. Et donc, du coup, voilà, c'était des prospections très terrain, sans méthode, sans technique à ce moment-là. Et donc des retours assez durs, mais en tout cas très instructifs. Enfin, c'est ces retours qui nous ont permis, je pense, d'adapter, d'ajuster un peu le canal de prospection, notre méthode de prospection, et ça a payé derrière. On n'a pas refait la fameuse erreur. Hein. Non, on a vite compris qu'on s'est regardé dans les yeux, on a dit, c'est pas la bonne méthode. Ça. C'est pas la bonne méthode, c'est clair. Et pendant cette préparation, on avait bien travaillé YouOrder, etc. YouOrder était prêt. Et là, à un moment, on a un doute. On part, on réfléchit sur son deuxième projet. Comment c'est passé dans ta tête? Comment tu l'as vécu, ça? Moi, je pense que c'est toujours la même chose. Dans les moments clés. Moi, j'aime appeler ça les moments de vérité. On a toujours dans la vie des moments de vérité. Et dans ces moments-là, on commence à flancher. On commence à trembler. Le money time. On cherche des échappatoires. On a des autres idées. On a des autres possibilités, des autres tentations. On veut reculer. C'est un peu la réalité de ce qui se passe dans ces moments de vérité, parce que ça permet vraiment de se poser les bonnes questions à ce moment-là. Mais c'est là aussi où il faut prendre son courage à deux mains et avancer. Et tu parlais d'avoir deux caractères, deux profils qui ont faim, deux profils motivés. Et je pense que c'est ça qui nous a aussi aidé à avancer. C'est vrai que quand le projet était prêt, quand YouOrder était prêt, on pivote légèrement. 6 mois après, on se dit, bon, on est finalisé le deuxième projet. On s'est regardé. Bon, on fait quoi? Lequel on choisit, Et là, on s'est dit, il fallait décider. Et là, on prend 1 semaine pour réfléchir. On se revoit, on se dit, bon, YouOrder, allez, parti. Et pourquoi YouOrder? Parce que, évidemment, c'était plus proche de nos compétences. C'était plus facile pour nous parce que pendant déjà les 12 premiers mois, on s'était confronté déjà à la réalité du terrain. Donc, on s'était dit, bon, allez, on y va, on choisit YouOrder parce que ça sera beaucoup plus pratique pour nous. Et c'est comme ça qu'on entre dans YouOrder. Et on y entre à 100% septembre 2014, c'est ça à peu près? Exactement. Septembre 2014. Et je me rappelle aussi qu'à un moment donné, on était tellement investis dans ce travail de préparation, théorique finalement de préparation du projet, du business plan, des documents, qu'à un moment donné, on s'est dit, en fait, Augustin est en train de faire ce qu'on redoute. On est en train de brasser du vent. On brasse du vent. Et du coup, on a dit, allez, demain, on va à la chambre de commerce, on crée la société. Et là, on n'aura plus le choix. C'est ce qu'on a fait. C'est ça. On est engagé à 100%. Et moi, je me rappellerai toujours de la première réunion. Une des premières réunions importantes, c'était avec le fournisseur de scooters, un importateur qui vendait des scooters allemands. On arrive, on lui dit, champion, on veut 2 scooters. Et le scooter coûtait à l'époque 7 000 €. Il nous regarde comme ça. Il dit, je vais laisser 14 000 € à ces genoux. Et finalement, ça passe. Et on se retrouve en janvier 2015 avec 2 scooters prêts à opérer. D'ailleurs, au passage, quand les scooters sont livrés, j'avais jamais fait de scooter de ma vie. C'est vrai. Et là, je me retrouve à devoir rapatrier un scooter. Je me souviens. Incroyable. Ouais, non, c'est incroyable. Mais c'est là aussi qu'on voit que quand on est une énergie positive, qu'on est déterminé, ça se ressent. Ça se ressent. Et à ce moment-là, notre fournisseur, clairement, il n'y avait aucun critère objectif qui aurait pu aller dans l'autre sens. Et pourtant, il nous a fait confiance. Voilà, comme tu disais, les scooters, ils coûtaient 14 000 €. Notre capital social, c'était 3 000 €. Voilà, donc on n'avait pas un client et pourtant, il nous a vus, il a vu qu'on y croyait, il a vu qu'on avait faim. Il nous a fait confiance. Et il nous a fait confiance. Et là, ça vient supprimer, éradiquer toutes les personnes qui se disent qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Non, il faut juste beaucoup d'énergie pour qu'on te fasse confiance parce que c'est l'énergie, c'est toi qui fédère les profils, les compétences et les capitaux. Et d'ailleurs, si tu devais refaire quelque chose, refaire le monde par rapport à cette préparation,
est-ce que tu aurais des choses à modifier? Sans intégrer ton expérience d'aujourd'hui, évidemment. Pas vraiment. Je pense que tout était nécessaire. En tout cas, à ce moment-là, je trouve qu'on a été très méthodique. On a pris le temps de faire une étude de marché, toujours très théorique, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était important. Ça a vraiment donné les bases, les racines à la maîtrise qu'on avait après du produit, du secteur. Dans la préparation, il n'y a pas grand-chose qui était à refaire, surtout que dans les conditions dans lesquelles on était. Tu travaillais, je travaillais aussi. Voilà, il n'y avait pas, moi, grand-chose qu'on aurait pu changer. Par contre, après, dans l'exécution, il y en a énormément. Beaucoup de choses à changer. En tout cas, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on s'était bien préparé et que cette préparation nous a permis d'avoir un produit. Bon, le time to market était là. On arrivait au bon moment avec une belle préparation, ce qui a fait qu'on a pu exploser quasiment dès le départ. Ça, c'était incroyable. Mais je vais aborder la partie spiritualité. À l'époque de YouOrder, c'est vrai que moi, spirituellement, j'étais un bon chrétien parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne, un mois chrétienne, on va à l'église, etc. Faut prier, etc. Bon, j'étais pas dans l'exécution consciente du sujet. Donc moi, je priais comme un enfant, comme un jeune adulte normal. Je mettais pas forcément le Saint-Esprit au centre. Je priais, mais sans prendre conscience que le Saint-Esprit était mon ChatGPT. Donc, toi, Joe, comment tu l'as vécu, toi, à l'époque de YouOrder? Écoute-moi, à l'époque de YouOrder, donc comme toi, aussi grandi dans une famille chrétienne, donc forcément, dans les prières, quand il y en avait... C'est Netflix, c'est l'épisode suivant, quoi. Voilà, exactement. Voilà, donc il y avait des prières, mais elles n'étaient pas aussi fréquentes qu'elles auraient dû l'être. Et pour être très honnête, comme je disais, j'avais comme une séparation entre ce que j'avais fait pour moi. Donc quand je priais à l'époque, c'était essentiellement des prières de gratitude pour toutes les cartes que Dieu avait mis dans mes mains, pour tout ce qu'il a permis. Et que là, maintenant, c'est à moi de jouer. Et donc pour YouOrder, j'ai jamais vraiment prié. J'ai jamais vraiment prié pour la réussite de YouOrder ou pour être guidé dans mes décisions chez YouOrder. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Facile de faire les batailles après la guerre. Donc du coup, moi, avec du recul, je pense que, et c'est vrai qu'on a très mal vécu. Moi, je dis souvent qu'on est passé de millionnaire au RSA en un coup de fil, quoi. et j'ai presque envie de dire, heureusement qu'on n'a pas été millionnaire à ce moment-là. Parce que je sais pas si on était prêt à supporter tout ce qui aurait dû ou pu arriver. On va pas dire que j'aurais pas aimé l'avoir quand même, mais j'irai pas jusque là. Mais oui, je comprends clairement. Et c'est pour ça que je m'efforce de continuer à apprendre. Je suis persuadé que tout arrive au bon moment, en tout cas au temps voulu par le Seigneur. Et que si c'est pas arrivé là, il y a des bonnes raisons. Aujourd'hui, 10 ans après, je sais que je suis plus le même, que j'ai plus la même maturité. Réussir, en tout cas, je trouve que réussir du premier coup, c'est pas une bonne chose dans l'absolu. On est très heureux sur le moment, mais on se rend pas compte de peut-être la difficulté des choses. C'est un peu la chance du débutant. Tu vois, tu joues aux cartes, tu joues au poker, tu gagnes la première partie, tu as l'impression que c'est facile. Si. Et après, tu comprends que non, en fait, que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que tu sais pas pourquoi tu as gagné en fait la première fois. Les échecs, c'est ça que ça permet. Ça permet de comprendre ce qu'on fait. On s'est trompé, du coup, on fait les choses sciemment. Là, je pense que du coup, c'était un échec qui nous a permis d'apprendre énormément. Un bel échec. Un très bel échec. C'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'on a fait. Exactement. Et du coup, les enseignements sont tellement riches. C'est la forme de richesse qu'on a héritée de cette expérience-là. Et derrière, on en tire les fruits aujourd'hui. C'est vrai. Et comment tu as trouvé les opérations? Comment tu as trouvé la sortie YouOrder? Et deuxième question, notre collaboration chez YouOrder. Notre collaboration, elle a été naturelle. Elle a été naturelle et je pense que ça reste un de mes super souvenirs pour moi dans cette expérience YouOrder. C'est qu'il y a plein de moments, je pense, où ça aurait pu devenir plus compliqué. C'est clair. On partage beaucoup de valeurs communes, on se respecte beaucoup, nous-mêmes et l'autre. Et c'est ce qui fait que je pense que autant dans les bons moments, personne n'a pris la grosse tête, autant que dans les mauvais moments, on ne s'est pas retrouvé à blâmer l'autre ou quelqu'un d'autre. Je trouve qu'on est resté très digne dans tout ça, très soudé. Très froid aussi par rapport à la situation. Voilà, très factuel, très froid, très mesuré. Et c'est ce que je pense qui nous a permis de bien vivre ces années. Enfin, bien vivre. En tout cas, de faire en sorte qu'elles se passent bien. Et puis pour la sortie, c'est pareil. C'était d'autant plus compliqué. Mais même là, je trouve qu'on a fait preuve d'une grande dignité parce que la sortie n'était pas simple. On avait une entreprise avec beaucoup de salariés. Et donc, il a fallu accompagner cette sortie, être accompagné d'administrateurs judiciaires. C'était un moment très, très, très dur. Peut-être le plus dur de l'expérience. C'est l'envers du décor. Ouais, exactement. Et on a été là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu as été présent jusqu'au bout, j'ai été présent jusqu'au bout.
D'ailleurs, c'est ce que les administrateurs ont salué. D'ailleurs, ils ont souligné que c'était pas fréquent, mais nous, on tenait à faire ça. Et là, c'est encore une question de valeur. Exactement. Et donc, c'était pas évident, mais en tout cas, moi, je me suis senti soutenu. Et je pense que le fait de pas avoir été seul dans cette aventure a fait que c'était une aussi belle aventure. C'est clair. Tu vois, notre aventure, en posant la question, Augustin, est-ce qu'on peut entreprendre avec 2 amis? Et tu vois, grâce à notre aventure, je pense savoir peut-être trouver la bonne réponse. Et tu me corriges ou tu complètes. Je pense pour moi qu'entreprendre avec un ami, une personne très proche, le seul critère qui faille, le seul critère indispensable, c'est la compétence. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés tous les deux. C'est qu'on a des caractères différents, on est des leaders tous les deux, avec des personnalités très fortes. Mais ce qui a maintenu cette compétence, cette croissance dans les bons moments comme dans la difficulté, c'est la compétence. Nous sommes tous les deux de gros bosseurs. On aime bosser et on aime quand les choses sont bien faites. Est-ce que tu partages ça? Ouais, clairement, c'est sûr. Ça reste du travail. Et le travail, c'est différent de l'amitié. Quand on travaille, on cherche de la performance. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Il y a intérêt quand on travaille avec moi. Donc, on cherche la performance. Anecdote, hein. Bon, j'ai jamais été le mec le plus ponctuel du monde. J'ai appris à être ponctuel. À l'époque, Joël, quand on avait un rendez-vous, quand j'arrivais quelques minutes en retard, Joël, il marchait devant. Il se retourne pas, le mec. Il marche. Il se retourne pas. Au départ, je lui prenais gravement. Je me disais, mec, il m'attend pas, il se retourne pas. Il arrive en rendez-vous en premier. Mais avec du recul, je me suis dit, mais non, c'est ça qu'il faut. Parce qu'il y a un objectif. Il faut être à l'heure. La réunion est importante. Il faut être à l'heure. Le premier qui arrive à l'heure. Et là, etc. Et c'est avec du recul que je me suis dit, non, t'as montré l'exemple sur ce point-là. Et c'est ça. Donc, la performance. Et tu vois, c'est une anecdote comme ça qui m'a, avec du recul, qui m'a aussi forgé et qui m'a appris à être ponctuel. Voilà. Ouais, voilà. Je pense que de toute façon, dans toute relation, on s'aiguise les uns les autres. J'ai aussi énormément appris de toi. Et c'est vrai que pour revenir sur, pour moi, ce qui est important dans une collaboration, notamment en tant qu'associé, tu l'as dit, la compétence, c'est hyper important. Et je pense qu'il y a autre chose qui va être important, c'est l'humilité. Parce qu'il y aura des moments de doute, il y aura des erreurs de toutes parts. Et c'est normal. Sinon, si on ne se trompe pas, ça veut dire qu'on ne fait pas grand-chose. Et il faut être assez humble et avoir assez confiance en l'autre et en soi-même aussi pour les reconnaître. Et c'est ce qui permet d'avancer. De l'ego mal placé dans une relation d'associé, forcément, ça va créer des gros problèmes pour la collaboration, mais aussi pour l'entreprise de manière générale. C'est clair. D'ailleurs, j'ai un témoignage d'un ami commun, d'une connaissance commune qui travaille avec nous, Jérémy. Jérémy connaissait au départ la boîte de loin. Oh, les gars, vous êtes trop bien, trop chanceux, la beau ici, le village va ici. Quand il a commencé à bosser avec nous, il a dit, mais les gars, vous êtes des animaux. Et souvent, dans nos micro-moments de tension, parce qu'évidemment, on n'est pas des grands expressifs tous les deux, il me disait, mais Auguste, ce matin, j'ai senti un froid. Il y avait un froid au bureau, c'était bizarre. Ça passera. Ouais, c'est sûr. Alors, surtout Jérémy, il est très fort pour ça. Il y a des gens qui ont ce don d'intuition, de ressentir les choses. Et lui, il est très fort pour ça. Donc, il est très bon. D'ailleurs, je travaille encore avec lui aujourd'hui. Et il continue d'avoir ce don. Aujourd'hui, d'ailleurs, du coup, aujourd'hui, t'es papa, t'es marié, t'as des enfants et tu as surtout Castaly. Raconte-nous ta transition entre YouOrder et Castaly. Comment tu l'as vécu? Comment tu t'es préparé, si tu t'es préparé, et comment tu le vis aujourd'hui? Écoute, c'est marrant que tu parles justement de ma situation matrimoniale, on va dire, et aussi de Castaly, parce que ça arrivait à un moment assez clé. Effectivement, à la fin du YouOrder, on avait passé 4 années intenses, et moi, clairement, je ressentais le besoin de me stabiliser aussi, parce que pendant toute cette expérience-là, on a fait énormément de chiffre d'affaires, on a développé énormément d'activité, mais on était cramés. Bien cramé. Et d'un point de vue individuel, on s'est clairement sacrifié, on a fait passer la boîte avant de nous-mêmes. C'est ça. Pour moi, il était quand même temps de rentabiliser tout ça aussi. C'est à ce moment-là aussi où YouOrder se finit et j'ai plusieurs opportunités, dont 2 entre lesquelles j'ai hésité. Tout d'abord, il y a eu Castaly, que j'ai rejoint finalement. Il y avait aussi une autre possibilité, c'était celle de rejoindre un incubateur, en fait, de diriger un incubateur dans une école de commerce. C'est d'ailleurs mieux payé que Castaly, mais à ce moment-là, j'étais dans une situation où j'avais beaucoup appris chez YouOrder et je voulais continuer à apprendre. Okay. J'estimais qu'il y avait encore plein de choses que j'avais à apprendre, notamment sur la gestion de la croissance. Je trouve que c'est clairement ce qui nous a fait défaut chez YouOrder, c'était faire certains choix à certains moments de la croissance. Et du coup, j'avais envie de revivre ça. Je te coupe. Donc, du coup, consciemment, tu as voulu prolonger ta période d'apprentissage. Clairement. Okay. Clairement, quand je rejoins Castaly, je me dis à l'époque
que ça va être pour quelques mois ou 2 ans, 3 ans, pour vivre cette situation d'hypercroissance dans une autre structure, en étant entouré d'une équipe sincèrement qui est super. Là, je me disais que vraiment, j'avais de quoi apprendre sur tous ces métiers-là. Et c'est comme ça que je rejoins Castalli en me disant, OK, j'ai appris, je veux appliquer ce que j'ai appris, et je veux aussi apprendre de mes erreurs et du coup appliquer des correctifs dans le cadre de cette expérience-là. Tu vois, on parlait de leader, on parlait de visionnaire. Avec tout ce que tu as fait et tout ce qu'on a fait, tu étais toujours dans une posture d'humilité et d'apprentissage. J'en connais beaucoup qui n'ont pas fait un dixième de ce que tu as fait et de ce qu'on a fait et qui seraient vantés. Toi, humilité, tu t'es dit, je suis encore dans une phase d'apprentissage. C'est incroyable. Ouais, après, merci déjà pour les compliments. Après, je pense que c'est une affaire de tempérament aussi. Déjà, moi, j'estime que je suis très loin des objectifs que je veux atteindre, que je me suis fixé. Donc, il n'y a pas de quoi fanfaronner de mon point de vue. Et après, c'est sûr, moi, je trouve que en toute chose, j'ai fait beaucoup de sport. En entreprise, c'est pareil. Dans les relations interpersonnelles, c'est pareil. Il faut toujours se remettre en question. Ça permet de renforcer la confiance. Et une confiance solide. Parce qu'on se pose les bonnes questions. On sait pourquoi ça marche, on sait pourquoi ça marche pas. C'est ça. Ou en tout cas, on essaie de savoir. Et donc, on a des certitudes. On est solide. On n'est pas on n'est pas sur de la façade. On est sur des choses fondamentales qui nous rassurent. Et puis après, ça va être aussi, en dehors du coup, de renforcer les fondamentaux, c'est comment on reste une éponge. Enfin, j'aime beaucoup les citations, moi. Et je vois les citations autour de Michael Jordan, Kobe Bryant, tous les grands sportifs, Federer, Nadal. En fait, ces mecs-là, Zizou, ils arrêtent jamais d'apprendre. Zizou, c'est le meilleur technicien du monde. De 6 mois avant sa retraite, il est encore en train de travailler les fondamentaux. Incroyable. Et c'est pareil dans le business. En fait, il faut travailler, il faut se remettre en question, il faut apprendre. Apprendre de toutes parts en 360. Apprendre de ceux qui nous managent, apprendre de ses pairs, apprendre de ses équipes. Et c'est comme ça qu'on avance, je pense. Apprendre de ses amis aussi. De ses amis, exactement. Moi, tu vois, j'ai appris dans la douleur. Après YouOrder, je décide de manière naturelle de me dire, je vais travailler comme tout le monde. Ma première boîte, je me rappellerai toujours, c'était le dirigeant de Food Chéri. D'ailleurs, c'est la première fois d'ailleurs que je donne ce nom publiquement. Il m'embauche, il me dit, Augustin, tu vas gérer la division Season. Season, sponsorisé par Doumbé, le fighter Doumbé. Et je me fais virer 3 semaines après. 3 semaines après. Et là, je me dis, il faut rentrer. Et je me suis marié 6 mois avant ça. Donc, j'arrive et je me dis, il faut annoncer à sa madame que je t'ai fait virer. Oh, purée, en tant qu'homme, c'est dur. Tu parles d'apprentissage. Ça, en termes d'humilité, je pense que plus que YouOrder, ça a été un moment d'apprentissage incroyable. Incroyable. Évidemment, tu parles de cash, tu parles de rentabilité. Il fallait rentabiliser justement cette aventure. Quand j'ai vu le contrat, j'ai crié parce que le salaire était juste dingue. Mais 3 semaines après, fini, dehors. Donc, c'était la première fois que je me fasse virer. Deuxième aventure qui dure un peu plus longtemps, 4 mois. Pareil, chez une connaissance que je connais bien. On va terminer ici. D'ailleurs, qui n'a pas été très honnête sur tous les sujets. Parenthèse fermée. Et là, je reste 4 mois. Et là, je réalise qu'en réalité, c'est peut-être pas fait pour moi. Je parle souvent de prédestination, de mission, de voie. Et là, je me dis, Augustin, c'est peut-être pas fait pour toi, au fait. Arrête d'insister. Arrête d'insister. Et avec du recul, je réalise que j'étais pas dans le mindset, dans la pensée de repartir travailler pour quelqu'un. Donc, je me suis dit, quitte à souffrir un peu, on est dans la galère, on continue. Et c'est comme ça que je lance d'ailleurs l'ADV Academy, mais avec énormément beaucoup de doutes, en me disant, j'ai appris des choses, est-ce que je suis capable de les faire seul? Parce que du coup, toi, tu n'étais plus là. Du coup, tu es parti dans tes aventures. Et là, je me suis dit, waouh, plein de doutes. D'ailleurs, comment tu as géré tes premières semaines chez Castalli? Tu soulèves un vrai point. C'était pas facile. C'était pas facile. En tant que dirigeant fondateur, on avait les mains très libres, même si on a toujours des comptes à rendre, parce qu'il y avait quand même des actionnaires. Mais voilà, on avait une grande liberté et une grande maîtrise de tout ce qui se passait. On était là le premier jour. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui peut arriver, on le sait avant que ça arrive. Et là, c'est une posture différente. Effectivement, tu rejoins une boîte, tu rejoins un projet, tu as un patron. Et c'est des semaines d'ajustement qui sont pas simples. On a eu des échanges avec mon patron, des discussions. Voilà, faut trouver le bon équilibre.
pour lui comme pour moi. Et je pense que voilà, ce qui a fait que ça a marché, c'est que je pense que comme dans toute relation, tout échange. En fait, c'est un échange. Voilà, c'est le bon terme, c'est un échange. Il y a quelque chose que moi, je suis venu prendre chez Castelli. Il y a quelque chose que Castelli est venu prendre chez moi. Donc, dans une relation, dans le cadre du travail, souvent, on va dire, bah oui, tu as pris un salaire, ils ont pris des compétences, mais ça va plus loin que ça. Moi, je suis venu apprendre. Okay. Et donc, quand on apprend, on se tait. Quand on apprend, on se tait, on écoute. Wow. On peut challenger. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais on est là pour apprendre. Répète, s'il te plaît. Quand on apprend, on se tait. Quand on apprend, on se tait. Répète, Joe, oui. Répète, s'il te plaît. Quand on apprend, on se tait. C'est incroyable. Il faut l'humilité. Ben oui. Il faut écouter. Il faut écouter sans avoir l'intention de répondre. Il faut écouter sans avoir la réponse déjà toute prête à sortir, là, qui nous brûle la langue. On n'a qu'une envie, c'est de répondre, donc on n'écoute plus vraiment. Il faut écouter vraiment. Et moi, j'étais dans cette posture-là. Donc, dans les moments justement où il y a eu des besoins d'ajustement, où moi, je devais m'ajuster à la boîte et la boîte devait s'ajuster à moi, moi, j'ai jamais perdu de vue que j'étais là pour apprendre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. Je te coupe. Ouais. Là, je m'adresse à tous les jeunes qui vont regarder ce podcast. Là, je m'adresse à tous les jeunes qui vont nous écouter. Il y a un gars en face de moi qui a généré des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Des millions d'euros. Le gars, il dit, quand on apprend, on se tait. Donc, si tu m'écoutes, si tu commences, je t'en supplie, écoute ça. Tu es en phase d'apprentissage entre tes 20 ans et tes 35 ans. S'il te plaît, sois bon, évidemment, performe, mais surtout, écoute et tais-toi. Merci, Joe. Pas de souci. Et je disais, du coup, le deuxième point, c'est que ce qui a été très clair avec le fondateur, le patron, c'est que moi, j'avais besoin d'autonomie. Je suis un entrepreneur. Il est entrepreneur. C'est quelque chose qu'il a compris. C'est quelque chose qu'il a voulu aussi. Parce que clairement, ce qu'il cherche et ce qu'il cherchait à l'époque, c'était un patron des opérations. C'est un leader. C'était un leader pour les opérations. Et donc, avoir un leader, quand on est leader, c'est accepter certaines situations aussi. Et donc, il a fallu que lui aussi s'ajuste. Fallait s'arranger. Voilà, exactement. Donc, il y a eu des moments où forcément, on a dû s'ajuster l'un l'autre. Quand tu es fondateur, voilà, faut résister à la tentation de vouloir faire que tout se passe comme toi, tu aimerais que ça se passe. Si tu as mis quelqu'un en place, la personne va faire comme elle a envie de le faire. Et ça, c'est quelque chose que je sais bien faire sur cette étude. Donc, du coup, voilà, c'est cette confiance-là aussi. Je pense que sans cette confiance, cette capacité vraiment à avoir les rênes dans mon périmètre, effectivement, ça aurait pu être très rapide aussi chez Castelli. En parlant de périmètre, est-ce que tu peux nous détailler un peu quel est ton périmètre? Du coup, moi, mon rôle en tant que directeur technique, puisque quand j'ai rejoint Castelli, c'était l'intitulé de mon poste, c'était de monter cette équipe technique, donc de techniciens, capables d'installer les fontaines et d'en assurer la maintenance. Donc, c'était le début de la période d'hypercroissance. Et donc, il y avait un patron qui monte l'équipe, la recrute, la forme et les manage aussi pour atteindre les objectifs et les standards de qualité qu'on s'était fixé. Donc ça, c'était le périmètre premier que j'ai eu. Et puis, comme dans toutes les startups, tout va très vite. Au fur et à mesure, il y a d'autres périmètres qui se sont ajoutés. Que dirais-tu à un jeune ou un profil qui aimerait avoir ton poste? Parce que là, les gens vont t'écouter, les gens vont rêver, se dire, ouais, je veux devenir comme Joe, je veux être un Joe. Et qu'est-ce que tu conseillerais en 2 qualités à ce profil qui voudrait rêver autant que toi ou si ce n'est plus que toi? Déjà, la première chose que je recommanderais, c'est d'être droit. Droit dans plusieurs sens. Le premier sens, c'est que aux opérations, on manage des hommes. On manage des hommes, il y a un service client, il y a des techniciens sur le terrain, il y a de la logistique, des opérateurs logistiques. Donc, il y a tout ce management d'être humain. On n'est pas en train de manager des outils et des logiciels. C'est clair. Il y a une partie qui consiste en ça, mais il y a une bonne partie qui consiste à manager l'humain. Et donc, dès le moment où on doit manager des hommes, notamment des hommes de terrain, et quand je dis homme, c'est avec un grand H, hein, homme ou femme, on doit être droit. On doit être droit parce que sinon, tes incohérences, ça se retourne contre toi. Il faut être juste. Et c'est ce qui va inspirer la confiance. On revient sur les valeurs encore. Exactement. Et être droit, être juste, c'est féliciter quand on doit être félicité, sanctionner quand on doit être sanctionné. Bien sûr, en important toujours les justifications et l'esprit qui va avec. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est d'être droit parce que tout le monde observe. Tout le monde observe ce que le patron fait. Bien sûr. Et les équipes voient très vite les incohérences. Et c'est ce qui crée les fissures dans la relation qu'on a avec ces équipes. La droiture, c'est aussi être transparent. C'est admettre quand on sait, dire quand on sait. Admettre quand on s'est trompé. Admettre quand on ne sait pas. Dire quand on s'est trompé aussi.
Et je pense que même admettre quand on ne sait pas, c'est encore plus puissant. Déjà, quand on s'est trompé, bon, souvent, les résultats sont là, donc les dégâts sont là, donc tout le monde le voit. Ça devient trop si on ne le reconnaît pas à ce moment-là. Et parfois, en amont, dire qu'on ne sait pas, c'est plus dur. Parce que parfois, en étant patron, on peut avoir l'impression qu'il faut tout savoir. Il faut tout savoir, il faut avoir la réponse à tout. Moi, je pense pas que ce soit ça. D'ailleurs, moi, je dis toujours quand je constitue mes équipes, je cherche des personnes qui sont encore plus expertes que moi, notamment sur les sujets qu'ils auront à gérer. Bien sûr. Parce que c'est ce qui me fait monter en compétence moi, et qui fait monter aussi le niveau d'exigence au niveau de toute la structure. Avoir cette humilité de dire je ne sais pas et d'écouter ceux qui savent ou qui peuvent savoir. Et ceux qui peuvent savoir, ça peut venir de n'importe où. Ça peut être le grand patron, ça peut être le terrain, ça peut être un autre manager d'une autre activité, mais qui peut faire un parallèle ou avoir une vue intéressante sur la problématique que tu rencontres. Et puis admettre quand on ne sait pas que on va essayer quelque chose. Je ne sais pas, mais je pense que ça, c'est la meilleure solution. Et donc, on va le tester. Et puis, si ça marche, tant mieux. On va continuer. Si ça marche pas, on ajustera. Et voilà, c'est très transparent. Droiture. Et je te rejoins à nouveau sur le sujet de l'humilité, de se dire, quand tu travailles avec des leaders, quand je travaille avec des champions, tu n'as pas d'autre choix que d'être humble et d'accepter ton couloir de performance, ton couloir de légitimité, être capable de dire, je ne sais pas, travaillons en équipe, travaillons ensemble pour un objectif global. Exactement. Et je pense que ça, c'est le trait commun de tous les champions, d'avoir ce recul, cette humilité de dire, OK, fine, on y va, on avance ensemble. Exactement. Et pour moi, la droiture, qui relève pour moi du quotidien, elle va avec la vision, le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait au quotidien. Aux opérations, on fait des milliers d'opérations tous les jours. On prépare des colis, on dépanne des clients, on répond au téléphone, on répond à des tickets. Il faut que tout ce qu'on fait au quotidien, il y ait une vision derrière. Pourquoi on le fait? Où est-ce qu'on veut aller? Et ça, en tant que patron, il faut qu'on puisse l'incarner, il faut qu'on puisse l'écrire, il faut qu'on puisse la partager, il faut qu'on puisse amener les gens à nous suivre pour cette vision-là. La réalité, je pense que du coup, les gens vont nous suivre parfois pour la vision, parfois pour nous-mêmes. Bien sûr. Parfois pour leurs propres intérêts, parfois un peu de tout. Mais je pense que ces deux leviers entre être droit dans le quotidien, dans les décisions, dans sa manière d'interagir avec les autres, et cette vision qu'on peut apporter pour amener les gens et les fédérer, je pense que c'est deux choses qui sont importantes. Et je reviens sur le spirituel. Aujourd'hui, je suppose qu'entre ton entrée chez Castallier aujourd'hui, spirituellement, tu as bien avancé. Est-ce que tu as une vie de prière? Comment tu gères tes défis? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde de loin, on se dit c'est un champion. Waouh, il a tout réussi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, ça marche. Quel est le prix que tu payes spirituellement? Si tu en payes un. Écoute, c'est hyper intéressant. Je vais faire le lien avec ce que je disais un peu plus tôt. C'est que jusque il y a quelques mois, je dirais même, une petite année, je me reposais beaucoup sur ma force, la force des bras, je veux dire. Force physique. Ouais, force physique. Diplôme, la force. Voilà, on fait avancer les sujets, je me bats. Dieu a fait énormément pour moi, je l'en remercie pour ça. Maintenant, c'est à moi de faire avancer les choses. Voilà, c'était un peu ma manière de voir les choses. J'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Et pour ça, je remercie grandement ma femme, parce que je me suis marié en 2020, qui m'a aidé justement à avoir une autre approche de la spiritualité. Pause. Toutes les femmes, écoutez, s'il vous plaît. Hein. Toutes les femmes qui cherchent les leaders, toutes les femmes qui cherchent les champions, il y a un prix à payer. Et Joe a trouvé la championne. Exactement. Voilà. Donc ma femme m'a énormément aidé à me questionner sur mon rapport à la spiritualité. Et après, il y a eu un déclencheur. C'est quand j'ai eu ma première fille. Parce que j'ai 2 enfants, 2 filles. Eva et Mia, 2 ans et 3 ans. Et là, ça a été un déclencheur parce que, comme je le disais, je me fiais beaucoup à mes forces, à mon énergie, à ma détermination pour me battre, on va dire. Me battre dans la vie, sans se figurer. Et là, quand j'ai ma première fille, je me suis jamais senti aussi vulnérable de ma vie. Wow. J'avais une responsabilité qui était énorme et je savais juste pas quoi faire. Ce qui est très rare. Je me rendais compte qu'en fait, mes moyens humains, aussi déterminés que je sois, aussi appliqués, en fait, rien de tout ça était suffisant pour la protéger, pour lui garantir une bonne santé, pour lui garantir une vie selon ce que Dieu souhaite pour elle. Et c'est cette humilité-là, c'est ce moment-là où j'ai pris conscience que... T'as réalisé il
Il y a un mec plus fort. Il y a un champion. Là, c'est pas moi le champion, il y a quelqu'un d'autre là. Il y a un vrai champion. Et il faut que je passe le relais. Aujourd'hui, je pense que, enfin, je pense pas, je sais que c'est ensemble, donc avec l'appui de Dieu, que je dois avancer et que j'avance. C'est vrai que tu as raison. Et j'ai également 2 garçons. Et tu vois, j'étais plus kamikaze que toi, dans le sens où j'ai continué l'entrepreneuriat. Premier garçon arrivé quelques mois après, quoi. J'étais déjà dedans. Je me suis marié, j'étais dans l'entrepreneuriat. Et je peux te dire que payer un loyer, ne pas avoir de visibilité sur ses revenus quand tu as femme et enfant, c'est kamikaze. Bon, je ne conseille pas forcément de le faire et de le refaire, c'est très kamikaze, mais ça forge. Ça forge et ça t'aide à te dire, il y a une autre personne qui te soutient. Parce qu'aujourd'hui, après 7 ans, j'ai toujours payé mon loyer. Et aujourd'hui, je peux pas te dire comment j'ai payé mon loyer. Il a toujours été payé. Et c'est que depuis 2 ans que j'ai de la visibilité sur mes revenus. Et tu vois, tu parlais de switch et de relais. Moi, c'était en 2023 où j'en avais marre. J'ai dit, Seigneur, là, ça fait 4 ans, Deliver Academy, ça marche, mais bon, c'est pas tout le monde qui fait 304 CA, tu vois. Donc, ça marche, mais non, ça marche pas comme je veux. Ça marche pas surtout comme tu veux, comme ce que tu as prévu pour moi. Donc, qu'est-ce qui manque? Et là, grosse remise en question. Et j'ai réalisé que c'était moi, en fait. Il fallait plus d'humilité. Bon, je suis pas la personne la plus pompeuse, mais il fallait encore plus d'humilité, plus comprendre que, en fait, il fallait lâcher prise et que c'était Dieu qui gérait. Le switch a vraiment commencé en septembre 2023, où là, j'ai tout laissé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça y est, je vais être un général de la foi et montre-moi, on parlait d'apprentissage, montre-moi le process. Et c'est comme ça qu'il m'a montré le process, que j'ai testé et prouvé le process. Et franchement, je réalise aujourd'hui que l'entrepreneuriat avec et sans Dieu, c'est 2 mondes totalement différents. Aujourd'hui, avec cette maturité, en étant assis chez Castagni, est-ce que tu es plus à l'aise, d'ailleurs, avec cet outil-là? Clairement. Et en dehors de l'entrepreneuriat, la vie, simplement, est différente avec Dieu. Et dans mon quotidien, ça a changé beaucoup de choses. Ou en tout cas, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Quand on est avec Dieu, on a la foi, donc on croit. Il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça va aller. Ça va se passer. J'ai toujours eu cette approche-là, cette confiance-là, sans jamais... Alors, j'ai toujours plein de gratitude pour tout ce que... Mais voilà, à l'époque, je dirais, c'est de la chance, j'ai de la réussite. Voilà, je disais beaucoup de termes comme ça. Parce que les exercices qui tombent, c'est toujours ceux que je connais. Le ballon, parce que j'ai fait du sport, c'est toujours sur moi qui tombe. Pour marquer. Bon moment, bon endroit, voilà, bon pied. moment, voilà, mais il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, je le reconnais. Et c'est ce qui me permet d'être plus apaisé. D'être aussi déterminé. Voire même plus depuis que j'ai accepté Jésus, depuis que j'ai ma famille. Pause. Est-ce que vous avez entendu? Ok, super. Je pense que je le suis encore plus, mais je pense que je suis juste plus précis. Okay. Avant, j'étais un pitbull. Dans mes actions, j'étais dans tous les sens pour faire en sorte que ça marche. Donc, je faisais tout pour que ça marche, pour que tout marche. Et je passais tout mon temps, toute mon énergie à faire en sorte que ça marche. Aujourd'hui, je suis plus équilibré. Tu es chirurgical. Voilà. Tu as un objectif, tu inclus Dieu, tu collabores avec Dieu et boum. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis moins agité, plus concentré dans mes actions. Et comme tu disais, plus chirurgical, en tout cas, j'espère. J'espère que je touche les cibles. En tout cas, je fais tout pour. Mais voilà, tu le disais, c'est pas facile. Il y a des équilibres à trouver. La vie de couple, la vie de famille, le boulot. Moi, c'est des choses, toutes ces choses-là sont très importantes pour moi. Et du coup, avec l'aide de Dieu, on arrive à mieux gérer. À mieux gérer parce que on lâche prise. On fait sa part, on fait ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et après, on fait confiance à Dieu. Et j'aimerais juste préciser quelque chose qui est très important, c'est que quand on nous écoute, on peut avoir l'impression que tout est facile, que tout est déjà donné, que tout est accessible. C'est beaucoup de travail, beaucoup de défis. On est tous les deux très fatigués en fonction des phases de l'année. Donc, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Évidemment, on se confie à Dieu. On est capable de pouvoir lâcher prise, comme tu as dit, pour qu'il puisse nous soulager. Et est-ce que tu as une vie de prière? Question 1. Et est-ce que tu peux nous partager un peu ton quotidien, ta journée type? Écoute, j'ai une vie de prière. Je pense que j'ai beaucoup de progrès à faire. Je suis quelqu'un de très discipliné, mais tu vas le voir, je vais te présenter ma journée type. Je traîne
à mettre autant de discipline dans mes prières La prière. que dans certains autres points de ma vie. Mais oui, j'ai une vie de prière que je m'efforce de renforcer grandement. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime comprendre. J'aime comprendre. Et donc, moi, clairement, là, une de mes priorités avec la prière, ça va être aussi de mieux comprendre les Écritures. Un peu de littérature que j'ai acheté par rapport à tout ça. Et je veux vraiment essayer d'approfondir ma compréhension des textes. Et aussi, du coup, d'avoir des meilleures routines de prière. Et du coup, pour revenir sur ma semaine type, voilà, j'ai utilisé mon routine. Routine, moi, je suis quelqu'un des opérations. Il faut des routines, il faut que ça roule. C'est l'horloge suisse, il faut que les choses tournent. Il faut que ça déploie. Voilà, il faut que ça avance, il faut que ça exécute. Donc, journée type, moi, je me lève à 5h45 pour partir de chez moi à 6h30. Donc, je fais une séance de sport pendant 1 heure. J'arrive au bureau, du coup, entre 8h et 8h15. Et entre 8h et 9h30. C'est assez calme au bureau, donc c'est ce que j'appelle mon focus time. Moi, le matin, c'est le moment où où j'ai le plus d'énergie, où je suis le plus productif. Et donc, j'en profite pour... Tu restructures tes pensées, tu planifies ta journée, tu entres dans ta journée. Exactement, j'entre dans ma journée. Je m'attaque au sujet de fond avec ma petite musique. Moi, j'aime beaucoup le jazz. Donc, voilà, je suis dans les bureaux tout seul, je mets mon jazz, je mets ma rumba, voilà, des choses qui m'apaisent. Voilà, les vraies choses voilà, qui touchent au cœur. Et du coup, je travaille sur les sujets de fond. Après, on est aux opérations à 9h, 9h30. Ça y est. La journée ne t'appartient plus. Voilà, c'est le coup de feu. Et là, ça va dans tous les sens. Tout peut arriver. Tout ce qui peut arriver arrivera. C'est clair. Et donc, après, c'est entre 9h et 17h, 17h30, c'est hyper intense entre les réunions, la disponibilité pour les équipes. On va avoir aussi du temps sur le terrain. Et fin de journée, pareil, un nouveau moment de calme. Donc à partir de 17h30 jusqu'à 18h30, 19h, avant de rentrer à la maison. Ça, c'est ma journée type actuelle. La première partie de la journée. C'est ça. Voilà, c'est la première partie de la journée. Okay. Mais la deuxième partie, grâce à l'aide de ma femme, est beaucoup plus simple aujourd'hui. Puisque du coup, j'ai la chance de pouvoir rentrer un peu plus tard et partir plus tôt parce qu'elle m'appuie en s'occupant beaucoup des enfants en ce moment. Donc, ça me soulage beaucoup et je l'en remercie pour ça. Top. Et du coup, voilà, après, c'est retour à la maison et c'est soirée avec les enfants. Le dîner, les chansons, les larmes, les cils, les jeux. Les dents. Et après, c'est le coucher. Donc, après, la petite histoire, le coucher. Bon, le coucher, dit comme ça a l'air simple. Le coucher, c'est au moins 1 heure. C'est sportif. Voilà, c'est comme ça. Moi, je commence à coucher souvent à 19h, 19h30 quand je suis bon, quand on est bon. Et franchement, souvent, ils peuvent dormir à 21h, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend des jours, mais ça peut traîner. Ça peut traîner. 1 heure et demie. Ouais. Quand on pense que c'est bon, ça marche maintenant, on a trouvé la technique et que maintenant c'est en 20 minutes, ben non, ça marche pas, il faut adapter le process. Et voilà, donc c'est des journées bien remplies et voilà, que je m'efforce de rendre le plus productif possible. Trouver un équilibre entre mes besoins physiques. Moi, j'ai besoin de faire du sport. Si je fais pas de sport, avec la pression qu'on a pendant toute la journée, ça peut pas aller. Il faut que j'évacue à travers le sport. Pour être assez serein pendant ma journée. Et le soir, du coup, déjà la famille. Et puis forcément aussi, avant de dormir, c'est là qu'il faut que je sois plus discipliné. C'est le moment de prière. Et je pense que je vais changer de routine, justement, pour mieux intégrer. Mettre la prière le matin. Exactement. C'est un nouvel équilibre que je dois trouver. C'est-à-dire 5h45, c'est-à-dire 5h15, 5h... Ça commence à piquer. Bon, encore là, ça va. On est en été, ça va. Je pense qu'en hiver, c'est une routine qui risque de flancher un peu. Ouais. Mais en tout cas, il faut que je revoie ma routine, clairement. Tu as un conseil spirituel, parce que tu es un champion, tu as un statut de champion, tu as des responsabilités de champion. Est-ce que tu as un conseil spirituel de champion à proposer à tous ceux qui nous écoutent? Alors écoute, moi, je pense que spirituellement, je ne suis pas encore un champion. Moi, j'ai été baptisé, c'était en décembre 2024, donc c'est tout récent. Et donc, je suis encore une fois en apprentissage. Comme quoi, on ne quitte jamais vraiment l'état d'apprentissage. C'est clair. Si je devais donner un conseil, ça serait de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la confiance. C'est témoigner la confiance. On ne peut pas croire et douter. Bien sûr. C'est qu'on ne croit pas. Donc, si on croit, on lâche prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est clair. Ça veut dire ça arrête de douter, ça arrête d'avoir peur. On fait ce qu'on a à faire. On écoute la voix de Dieu. T'as dit un truc important, là, écoute la voix de Dieu. Waouh. Chacun a sa mission.
Chacun a ses dons et ses talents. Pour exécuter à bien ses dons et ses talents, pour pas faire trop d'erreurs, il faut écouter la voix de Dieu, donc la voix du Saint-Esprit. Exactement. Saint-Esprit, hyper central dans toute vie spirituelle. Je suis quelqu'un de calme et plus c'est le bazar, plus je suis calme. Voilà, plus c'est le fait, plus je suis calme. Et je connais ces silences. Ouais, voilà. C'est clair. Et du coup, souvent on me posait la question, mais pourquoi ça va pas là, mais tu vois pas qu'il faut faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'es comme ça? On peut pas paniquer. On peut pas paniquer, il faut croire. Il faut croire que ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Il faut tout faire pour bien les faire. Et puis après, lâcher prise. Si ça se passe comme on le souhaite, tant mieux. Si ça se passe pas comme on le souhaite, eh bien, on va gérer. Tu vois, là, j'ai une image qui vient. Nous, on est plutôt la génération torchon. Ça marche pas, on a ramassé un truc, on prend, on nettoie, on lave le torchon, on recommence. Une génération Kleenex qui arrive, on prend, on jette. On prend, on jette. Et ce que tu dis, c'est très fort parce que il faut être confiant des actions qu'on mène, des actions qu'on a posées, être patient pour voir les résultats. Ça, c'est très important. C'est qu'on est jeune, on a cette grâce de faire plein de choses incroyables. C'est qu'on est jeune, hein, c'est que je te parle, je réalise aussi qu'on est super jeune. Même nous, on travaille à se dire, on doit rester patient. Parce qu'on est encore en phase d'apprentissage en réalité. Exactement, ça c'est puissant ce que tu viens de dire. La patience est tellement clé. Toutes les choses importantes prennent du temps. Rien de solide n'arrive du jour au lendemain. Il y a toute une phase de préparation. C'est ça. Et la préparation elle est plus ou moins visible. Les préparatifs de Dieu, on les voit pas. Hein. C'est ça. Pourtant, quand les bénédictions arrivent, elles sont bien présentes et elles sont puissantes. Donc, la patience. Le temps de l'homme, c'est pas le temps de Dieu. Et pour être plus pragmatique, dans les opérations aussi, c'est pareil. Dans le boulot, le travail. Le travail, c'est la patience, c'est la répétition. Bien sûr. On corrige, on ajuste, on rate, on réessaye, on re-rate, on réessaye, on re-rate. C'est que ça, en fait. C'est que ça. C'est l'ajustement constant, c'est l'équilibre constant à chaque fois entre le boulot, la famille, le sport, le truc. D'ailleurs, comment tu gères tes pensées? C'est la thématique du mois, d'ailleurs, les pensées. Comment tu gères tes pensées? C'est très paradoxal, puisque je pense que les gens qui me côtoient, me fréquentent, doivent juger que je suis plutôt quelqu'un de réaliste, pessimiste, entre les deux. Voilà, je pallie toujours, ça peut mal tourner, ou ceci, cela. Je me prépare toujours un peu pour ce qui pourrait déraper. Bon, c'est aussi peut-être une déformation professionnelle. Autant dans ma tête, j'ai très peu de doutes sur le fait que les choses puissent pas marcher. Tellement que dans plein de moments de ma vie, j'étais étonné que les choses ne marchent pas comme elles auraient dû marcher. C'est clair. Même parce que vraiment, je crois et je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. On est préparé, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, ça va le faire. Et du coup, voilà, c'est vraiment au niveau de mes pensées, j'essaie d'être vraiment positif. Positif, de ne pas laisser la place au doute. Ne pas laisser la place au doute, ça ne veut pas dire penser qu'on est parfait, que c'est ça. Je le disais, hein, l'humilité, c'est se remettre en question, se poser des bonnes questions, tout ça. Mais analyser les choses qu'on a faites pour en tirer des enseignements, les choses bien comme les choses moins bien, c'est différent de douter. C'est une analyse froide. En disant, OK, il s'est passé ça, il y a eu telle réunion ou tel projet, je l'ai bien mené pour telle raison, je l'ai moins bien mené pour telle raison. OK, je prends ça en compte pour les prochaines. Il n'y a pas de doute dans ça. Je ne suis pas en train de douter, en train de dire que je ne sais pas gérer une réunion, que je suis... Non, je suis juste en train d'être factuel. Je travaille pour être encore meilleur et je ne doute pas de ma capacité à gérer une réunion. Ouais, c'est clair. Et Dieu, on arrive à la fin de ce one-to-one. On va parler du futur, évidemment. Comment je te vois, évidemment, libre à toi de me partager un peu tes aspirations. Comment je te vois comment je te vois tes 40 ans? C'est-à-dire dans quelques années. Ah ouais, là, c'est proche. Écoute, c'est proche, mais écoute, c'est une question d'actualité. Figure-toi que c'est une question que je me pose depuis plusieurs mois. Et clairement, c'est une demande que je fais à Dieu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux répéter, Dieu, s'il te plaît? Eh oui, c'est clairement une demande. Mais oui. C'est clairement une demande parce que... Et c'est vrai que c'est assez troublant parce que je suis conseillé aussi par un pasteur sur ça. C'est que j'ai tendance à avoir des plans assez clairs, écrits. J'ai toujours été comme ça. Les plans à moyen, long terme sont toujours très clairs dans ma tête. Et pour la première fois de ma vie... Tu lâches prise. Ouais, je lâche prise. Je suis pas dans des plans aussi militaires que j'ai l'habitude de produire. Et du coup, c'est une période assez
compliqué pour moi, à titre personnel. Toute ma vie, j'ai toujours été très clair. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir footballeur professionnel. C'était très clair à quel moment j'allais partir en centre de formation. Je l'ai fait. Ensuite, je voulais être entrepreneur. Je l'ai fait. Je voulais faire telle école. Je l'ai fait. J'ai toujours des plans et je fais tout pour les rendre réels. Là, j'en ai pas. J'en ai pas. Et je sais que je suis à un moment charnière, parce que mon expérience chez Castelli a été et elle est toujours hyper intense, que j'ai appris énormément et que peut-être cet apprentissage, à un moment donné, il va falloir qu'il soit mis en pratique pour d'autres choses. Mais je suis pas pressé. On parlait de patience. Je suis pas pressé. J'attends d'avoir les bonnes vibrations. En tout cas, Joe, l'écosystème t'attend. Je dis ça, je dis rien. mais ce que tu dis est très fort parce que tu demandes à Dieu, tu vois. Et vraiment, ça, c'est le mot que j'emploie, que je me tue à dire depuis quelques longues semaines. Dieu au centre. Dieu en premier. Parce que ces plans ne sont pas nos plans. C'est vrai que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut quand même espérer, il faut penser quelque chose. Et comme tu dis, il faut rester flexible par rapport à la voix de Dieu. D'ailleurs, comment tu gères cet entre-deux, cet équilibre entre j'espère et je planifie, mais sans trop planifier ou pas du tout, et la voix de Dieu? Techniquement, concrètement, comment tu traverses cette période? Écoute, c'est très simple. Moi, j'ai un coach, c'est marrant, d'ailleurs, c'était pas le meilleur coach que j'ai eu, mais qui avait une punchline et ça me marque encore aujourd'hui. Attends, je te coupe. Mais t'as un coach. Tous les champions se font accompagner. Écoutez bien, Joe a un coach. On a tous besoin d'un coach, peu importe le niveau. Et je dirais même, plus tu montes dans les challenges, plus il te faut un coach. Pardon, je t'ai coupé. C'est tellement important face aux défis qu'on a au quotidien, les responsabilités, d'avoir un œil extérieur. Être challengé, c'est indispensable. Mais le coach dont je parle, c'est un coach de foot. OK. Mais qui était très philosophique. Il m'a dit, Joël, on est pressé de rien. Il voyait quand je recevais le ballon, j'étais trop agité, trop excité. Et Joël, on est pressé de rien. C'est fort, ça. On est juste pressé de bien faire. Mais vraiment, il m'a dit, on est pressé de rien. On est juste pressé de bien faire. Il m'a dit ça une fois. Mais je pense que pendant cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai médité sa phrase. Mais quelle punchline! On est pressé de rien. On est pressé de bien faire. Wow. Et je pense que c'est ça. Patienter, évidemment, c'est aussi agir en attendant. C'est se préparer. On se prépare. On ne sait pas à quoi encore. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait pas encore. Mais on se prépare. On se prépare. On continue à apprendre. On continue à bien travailler. On continue à rencontrer du monde. On continue à saisir des opportunités. Et à un moment donné, on aura le déclic, l'étincelle qui fait que... Le challenge, exactement. Voilà. Et ça me fait penser à David. David a tué un lion, a tué un ours, s'est préparé. Et quand Goliath est en face de lui, boum, il a réussi à faire face au challenge. Et c'est ça, la préparation. Et t'as raison, c'est fort ce que tu dis, c'est fort. Donc du coup, tes prochaines années en attente, du coup, en stand-by. Yeah, donc on attend les grandes annonces. On attend les grandes annonces. On va clôturer ce podcast. Et Joe, est-ce que tu as un mot pour les jeunes, les moins jeunes, pour les chrétiens, les non-chrétiens? Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui? Moi, si j'ai un seul message à faire passer, c'est celui de s'investir. De s'investir avec le Seigneur, si possible. Mais en tout cas, de s'investir dans ses projets, ses idées, sa croyance, de faire les choses à fond. Je pense qu'en faisant les choses à fond, les gens ne se rendent pas compte à quel point les opportunités, les choses se débloquent tout au long du chemin. Pause. Donc, tu es en train de dire que les entrepreneurs à temps partiel, là, il faut arrêter. Oui, clairement. Enfin, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un projet qu'il faut jalonner, exactement. Mais qu'à terme, si on a une ambition, on a dit lâcher prise et croire. Si tu n'y vas pas, c'est que tu ne crois pas vraiment. Exactement. Après, quelle est l'ambition? Est-ce que c'est vraiment d'y aller à 100%? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si on croit dans un projet qui soit entrepreneurial ou quoi que ce soit, déménager, aller ailleurs, il faut le faire. Il faut s'investir à 100%. Et au pire, qu'est-ce qui va arriver? T'as appris. Pas mort d'homme. T'as appris ou t'as réussi, ou t'as appris et t'as réussi. Exactement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trop peur de l'échec. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris, notamment tôt, à travers le sport. C'est que quand tu as 10 ans, tu foires un match, alors que tout le monde t'attendait, t'as foiré le match, tout le monde est venu te voir et t'as foiré le match. T'as l'impression que le monde entier te regarde, le monde entier a vu que t'étais nul ce jour-là. Mais en fait, 1 heure après le match, il n'y a plus que toi qui penses. Hein. Tout le monde a oublié, tout le monde est passé à autre chose. Et donc, on a tendance à grossir ces moments-là avec cette peur de l'échec. Alors que non, c'est dans notre tête.
C'est clair. Donc, tente, essaie, investis-toi. Et si ça marche pas, tu feras autre chose. Hein. Et ça marchera aussi. Ou pas. Mais tu resteras. Et tu continueras à apprendre et tu avanceras. Et sur le chemin, tu auras appris en tout cas énormément de choses, rencontré énormément de personnes. Et c'est ça la beauté, en fait. Et c'est aussi ça que j'apprends. Moi, une de mes valeurs clés, c'est l'excellence. L'excellence, c'est le fait de viser quelque chose, la perfection, tout en sachant qu'on ne l'atteindra jamais. Donc, ça veut dire qu'il faut savourer, exactement, faire les choses bien. Donc, il faut savourer tout ce qu'on fait tout au long du chemin. Parce que ça ne sera jamais parfait. On a des rêves, et on n'aura peut-être jamais exactement ce dont on rêve. Mais il faut savourer tout ce qu'on fait tout au long de ce chemin, tous les petits succès, tous les petits échecs aussi qui nous ont permis d'apprendre. Voilà, donc savourons le chemin, investissons-nous. Trop cool. En tout cas, merci Joe. Merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, très honoré parce que, évidemment, tu es mon ami. Donc, je te connais en tant qu'ami. Je sais faire la part des choses entre le Joe ami, le Joe leader. Et tu es un grand leader. Et merci pour cela. Merci pour l'exemple que tu montres à ta génération, à notre génération. Et merci pour l'exemple que tu montres aux futures générations. Et je pense que c'est un privilège de t'avoir en tant qu'ami, en tant qu'associé. Peut-être demain dans une autre aventure, on ne sait pas. Oui, on sait pas. Mais en tout cas, merci pour tous ces conseils qui sont très, très, très précieux. Au passage, des conseils gratuits. Hein. Donc, prenez des notes parce que là, c'est masterclass. Merci beaucoup. Allez, merci à toi, Augustin. Merci pour l'invitation. Merci, Joe.